Merci. Eh bien, je vous remercie tout d'abord tous d'être venus ce soir pour faire le point sur une question pour laquelle nous n'avons que très peu de connaissances. Cette question, c'est la question dite de la radicalisation, et ce n'est pas par hasard que le terme est sous guillemets. Tout est parti, mais en réalité c'est beaucoup plus vieux, puisque les problèmes de radicalisation m'intéressent depuis les années 60, et que j'ai travaillé beaucoup sur les questions d'Afghanistan et du Pakistan, et notamment des départs de plusieurs centaines de personnes qui sont parties dans cette partie du monde dans les années 80, à la fin des années 80 et 90. Donc j'ai, à l'époque, vu plusieurs centaines de dossiers de personnes qui ont eu une première expérience, mais dans un mouvement très très différent, et qui n'a pas beaucoup de rapport avec le mouvement qui, ces dernières années, a fait parler de lui, qui est Daoula Islamia Fisham, qui est connu ici sous le nom de ISIS, sous le nom de Daesh, alors que le mouvement préparatoire, enfin, antérieur, s'appelait Al-Qaïda, la structure, mais il y a eu des mouvements qui, dans les années 70, étaient déjà très présents, et sur lesquels, également, j'ai pu travailler dès 1973. Le premier contact, c'était en 1967, hein, avec des mouvements politiquement violents qui annonçaient ce qui va se développer dans la seconde moitié du XXe siècle. Donc, pour les Occidentaux, tout est parti au moment, déjà, tout se terminait en réalité, par les attentats, l'attentat des Twin Centers de New York, qui a frappé beaucoup de gens qui se sont demandé qu'est-ce qui se passe, hein, qu'est-ce qui a fait que ces deux immeubles, qui étaient un symbole de la culture de la civilisation américaine, aient été détruits. Puis on a entendu parler de celui qui a organisé cet attentat par au moins ses moyens personnels, financiers, et des jeunes gens qui ont accompli cet attentat, dont beaucoup partaient de la ville de Hambourg, en Allemagne, mais pas seulement. De la ville de Hambourg. Tous les auteurs de cet attentat de New York étaient des musulmans, d'origine d'ailleurs proche-orientale, et il y avait un Français. Ce Français n'a pas participé directement, vous le savez, à l'attentat, mais il était depuis plusieurs mois en apprentissage de pilotage de Boeing, et il était vraisemblable qu'il était chargé d'une opération autre que celle qui a touché Washington et que celle qui a touché New York. Mais nous n'avons pas eu d'informations parce qu'il y a eu des témoignages contradictoires pendant, il y en a eu 3 contradictoires, pendant sa garde à vue et son incarcération. Aujourd'hui, il est dans une prison à vie, dans des conditions extrêmement particulières. J'ai eu il y a 15 jours le rapport sur ce qu'il est devenu, hein, actuellement. C'est quelque chose qui est très très particulier, puisque nous n'avons pas de prison semblable, dite de haute sécurité, en Europe, analogue à celle-là. Il y a eu depuis un certain nombre d'événements, je vais en rappeler quelques-uns, pas tous, hein, en tout cas pas des événements qui ne sont pas passés sous les radars de la presse parce qu'ils ont fait plusieurs blessés ou plusieurs morts. Parce qu'il y a eu beaucoup d'attentats commis par, entre guillemets, des loups solitaires, dans lesquels le nombre de victimes était un nombre limité. Celui-là, c'est un attentat attribué à Al-Qaïda dans la gare de Atocha à Madrid. Il y a eu un peu plus tard les attentats qui ont été commis par le garçon qui est abattu en bas à gauche, qui étaient les attentats de Toulouse. Et là, vous avez à droite la cellule de Toulouse, les relations de la cellule de Toulouse, centrée sur un Syrien, hein, qui aujourd'hui est d'ailleurs toujours là, qui a formé les premiers membres de cette cellule de Toulouse. C'est quelqu'un qui habite dans une commune qui s'appelle Avricat, dans les Pyrénées, et qui a fait des victimes à la fois dans une école juive, que vous voyez en haut, et des militaires français. Il y a eu les suites de cet attentat de Toulouse, puisque l'enfant d'une des personnes de l'attentat de Toulouse, le demi-frère de Mera, nous l'avons revu à plusieurs reprises dans des films qui nous sont arrivés de Syrie, celui-là, dans lesquels cet enfant, très jeune, a été chargé d'abattre ici
C'est un arabe israélien qui était soupçonné d'être un espion au profit de l'État d'Israël, qui a été, et c'est son père que vous voyez ici à droite, qui arrive de Toulouse. Ce sont des Toulousains ici. Et donc il y a pour beaucoup de personnes la question de la réadaptation d'enfants qui ont connu soit la vision de telles exécutions, soit participer, ce qui est tout à fait encore autre chose, à de telles exécutions d'enfants français, bien sûr. Et les attentats plus récents sont les attentats des frères Kouachi, l'attentat de Charlie Hebdo, l'attentat de l'Hypercacher. Il y a eu les attentats donc, du 7 janvier avec un couple, Chérif et Saïd Kouachi, qui ont été abattus. Enfin, vous voyez ici, vous connaissez ce qui s'est produit à ce moment-là. Et d'ailleurs, une des personnes, celui qui les a formés, c'est-à-dire le sous-officier radicalisateur qui se trouve en bas, M. Benyetou, a depuis changé beaucoup sa position par rapport à celle qu'il avait il y a là 4 ans. Alors ces attentats ont été suivis, enfin été précédés, pardon, par la fuite à partir de Barcelone, à partir de l'Espagne, de la femme, mais c'est pas un couple, ils ne sont pas mariés devant juridiquement, ils sont mariés moré islamico, mais ça existait en droit français autrefois, ça n'existe plus aujourd'hui. C'est un type de mariage qui est un type de mariage qu'on appellerait, nous, aujourd'hui, maintenant, traditionnel, entre guillemets. C'est un mariage simplement par un tuteur, puisque la femme ne se marie pas. C'est le tuteur qui fait épouser au garçon une jeune femme. Et cette jeune femme, vous la voyez à droite, ici, en train d'arriver, quand elle est arrivée, en Turquie, dans l'aéroport à côté d'Istanbul. Et le garçon qui l'a accompagnée à la demande de Koulibaly, Koulibaly, c'est celui qui s'est occupé, qui a été l'acteur principal de la tuerie de l'Hypercacher de Paris. Le garçon qui est là a été tué il y a quelques mois en Syrie. D'autres attentats en 2015, bon, vous en avez entendu parler, sont les attentats de Belgique. Il y a eu la cellule de Verviers et ce qu'elle a pu faire à Verviers même, où elle a été détruite. Et tout de suite après, il y a eu, dans l'improvisation d'ailleurs la plus totale, l'attentat de Bruxelles. Donc là aussi, les acteurs ont été abattus pendant ou avant ces attentats. D'autres attentats ont fait parler. L'un parce qu'un film est sorti il y a 10 jours en France qui retrace cet attentat. C'est un attentat dans un TGV, pas un TGV, mais l'équivalent, le Thalys, d'un train qui allait sur Paris. Et là, ce sont des passagers que vous voyez en bas, lorsqu'ils reçoivent la Légion d'honneur à gauche, et lorsqu'ils sont reçus par le président Clinton, par le président Obama à droite, et ce sont ces passagers. Vous avez une reconstitution de la scène juste au-dessus, quand ils ont arrêté Ayoub al-Razani, dont vous voyez le visage ici à droite. Aussi un attentat qui a fait peur à un certain nombre de personnes. Il y a eu les attentats du 13 novembre au Stade de France, donc il y a eu plusieurs attentats dans la même journée, directement dans le stade, mais là, ils n'ont pas pu rentrer à l'intérieur du stade où se trouvait le président de la République, mais il y a eu d'autres attentats dans la journée, et le coordonnateur de ces attentats, Abdelhamid Abaoud, qui était arrivé du Proche-Orient via la Belgique, n'a pas été, c'est Salah Abdeslam qui a été arrêté quelques jours plus tard, et il a été transféré en France. Il a fait l'objet d'un jugement, enfin qui n'a pas pu se développer puisqu'il n'a pas voulu participer et répondre aux questions des juges, il y a une quinzaine de jours à Bruxelles. C'est tout récent, ça. Alors, ces attentats, c'est les attentats d'une salle de spectacle, le Bataclan, et qui a, là aussi, très fortement frappé l'opinion française, comme on le voit dans les enquêtes d'opinion qui ont suivi ces différents attentats. À droite, vous avez le président Obama, qui se trouve devant cette salle de spectacle parisienne, en compagnie du président de la République française, où ils viennent déposer à leur tour une gerbe, parmi toutes les gerbes. C'est le travail de mémoire qui commence, qui est un travail extrêmement important et qui dit beaucoup de choses sur la perception de l'attentat et ce qu'il va devenir dans les différentes cérémonies mémorielles successives.
Alors ça, c'est le plan du Bataclan, ce qui s'est produit à l'intérieur. Ça a été fait pour l'enquête, pour les besoins de l'enquête. Il y a eu les attentats de Bruxelles, la destruction d'un des halls d'un aéroport de Zaventem à Bruxelles. Et là, vous avez les 3 auteurs de l'attentat. Et ce qui est d'ailleurs très curieux, c'est que la sensibilité de la caméra qui les a filmés n'était pas très forte. Ce qui fait que nous n'avons pas reconnu, en dehors des 2 garçons qui sont 2 frères, à gauche, nous n'avons pas reconnu immédiatement la personne qui est à droite. Normalement, quelques secondes, pourquoi? Parce qu'elle était grimée, qu'elle portait un chapeau. Donc nos logiciels actuels n'ont pas la puissance pour déterminer immédiatement l'identité passée pour la voir en quelques secondes. Alors, on l'a eu immédiatement pour 2 d'entre eux, mais on ne l'a pas eu pour le 3e. Il y a eu également un autre attentat qui a fait du bruit ces derniers temps, c'est l'attentat du 14 juillet, un jour qui a été choisi en raison de son importance. On a cru longtemps que c'était quelqu'un de totalement isolé, et pourtant c'est quelqu'un qui était lié depuis très très longtemps à plusieurs groupes, et qui s'était en dessous des radars, puisqu'il n'avait pas donné de signe, il n'y avait pas eu de signalisation qui nous a été, enfin que nous ayons vu nous-mêmes, ou qui a été transmise. Alors ça, c'est un autre attentat, sur le même modèle. C'est pendant que le mouvement Daesh, l'État islamique c'est son nom en arabe, l'État islamique de Syrie et du Levant, puisque c'est pas le terme Souria, c'est pas le terme Irak qui est utilisé, mais un autre terme qui vient de l'histoire. Il y a l'attentat de Berlin également. C'est les attentats à la voiture bélier, au camion bélier, à la camionnette bélier. Il suffit de louer pour une somme très faible, tant que les gens qui louent des camions ne sont pas prévenus, parce qu'on peut anticiper ce genre d'attentat. Il y a eu également un attentat, mais qui a moins fait l'objet d'intérêt en France, qui est l'attentat de Londres, sur le pont de Londres, même s'il y a eu des Français parmi les victimes de cet attentat londonien. L'attentat le plus récent de 2017, de juillet de l'année dernière, c'est l'attentat de Barcelone. Là aussi, c'est une camionnette qui fonce dans la foule. Au moment où il y a au moment où il y a le plus grand nombre de personnes sur la Rambla. Il y a 2 grandes Ramblas, mais il y a une très grande Rambla à Barcelone, et il a fait 13 morts et un peu plus d'une 50aine de blessés. Quelques jours après, vous le savez peut-être, il y a eu d'autres attentats dans une autre commune située à plusieurs dizaines de kilomètres au sud de Barcelone. Donc on a eu, et voilà la cartographie, des attentats qui ont été les plus meurtriers de ces 10 dernières années, depuis 2012 jusqu'à maintenant. Vous avez leur localisation et vous avez chaque fois le nombre de victimes de chacun de ces attentats. Alors ces attentats véritablement importants, voilà une autre cartographie de ces attentats qui ont été commis pendant la décennie passée. Ça touche des pays qui vont depuis la Norvège, la Suède, la Finlande, des pays qui sont très au nord de l'Europe, jusque tous les pays du sud de l'Europe. La première question, et Gérard en a parlé tout à l'heure, c'est comment parler de ces événements. Parce qu'on a beaucoup de mots possibles, beaucoup d'expressions possibles. L'extrême droite parle de terrorisme musulman ou de terrorisme islamique. C'est-à-dire qu'on accuse, quand on utilise des formules de ce genre, là on stigmatise la totalité d'une communauté religieuse. C'est une première façon de voir, et qui s'exprime dans la presse. Dans la presse anglo-saxonne, c'est l'expression normale. Islamic terrorisme, c'est un mot que l'on voit même dans les études universitaires. Vous avez un deuxième terme qui, lui, va bien séparer parmi les musulmans. Les musulmans qui ne sont pas favorables à une utilisation politique de la violence, et qui pensent que la foi est quelque chose de strictement personnel dans une relation verticale de l'homme avec Dieu. C'est une façon de voir. À ce moment-là, on n'utilise plus le mot islamique, mais un terme que je contribue à forger dans les années 80. Il y a eu une page complète de Libération il y a quelques semaines sur le travail que j'avais fait à l'époque, qui est le terme d'islamiste, parce que c'est un terme qui a complètement disparu, qui avait disparu dans la langue française, c'est un terme du 19e siècle, et qui était disponible, pour spécifier que être islamique, ce n'est pas être islamique. Mais tout le monde ne comprend pas. C'est évident que si on n'a pas l'explication, on peut difficilement comprendre.
Puis il y a un terme qui a été proposé et qui est aujourd'hui le plus utilisé dans l'administration française. Parce qu'il n'est pas stigmatisant, il n'y a pas le mot islam à côté. Il n'y a pas le mot islamique, il n'y a pas le mot musulman, il n'y a pas... Donc c'est le terme très général de radicalisation. Alors, vous verrez tout à l'heure, si on parle d'attentats, les attentats islamistes, si on utilise ce terme, ne sont pas très importants. Ils sont même, par rapport aux autres types d'attentats que nous avons dans nos sociétés ou dans le monde, c'est très minoritaire les attentats islamistes. C'est un phénomène qui est très secondaire. Mais pour nous, en France, dans l'opinion publique, ça n'est pas le cas. En raison de ce qui vient... Alors vous avez un terme neutre, non stigmatisant, qui est utilisé. Et vous avez, dans les pays musulmans, on utilise d'autres termes. On n'utilise aucun de ces termes, même si le mot islamiste a eu, dans les années 90, à la fin des années 80, a commencé à avoir en Égypte, ensuite en Tunisie, a eu des équivalents dans la langue arabe. Mais ce n'était pas le cas auparavant. Vous avez enfin le terme de salafiyya jihadiyya, qu'on pourrait traduire en français par salafisme djihadiste, qui est un terme très très souvent utilisé par les États arabophones. Et parfois, c'est réduit, c'est le cas par exemple de Gilles Kepel dans ses ouvrages, à un seul terme, qui est le terme de djihadisme. Parce que selon lui, ce terme n'est pas une catégorie fourre-tout, comme serait le terrorisme islamiste ou radicalisation ou violence, je ne sais pas. Mais ça pose un problème parce que le terme djihadiste qui est utilisé par cet expert, ce professeur de Sciences Po Paris, c'est un terme polysémique. Et il a au moins 9 sens évidents, mais ces 9 sens ne sont pas connus du grand public. Le grand public, djihad, si on posait la question à 2500 personnes, ou même à 1300, si on va avoir un échantillon représentatif, on serait très étonné de ce que quelqu'un qui n'est pas musulman, si on fait la même enquête en milieu musulman, on serait très très étonné. Ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas connaître le sens du mot djihad. Là, vous avez l'évolution des 9 sens du mot djihad au cours de l'histoire. Il y a des sens dans lesquels le mot djihad, dans l'islam, dans le Coran, c'est lutter contre soi-même. C'est lutter contre son ego. C'est lutter contre l'image que l'on a du moi et détruire l'image du moi. Bon, c'est pas du tout comme ça que la plupart des gens, quand ils entendent le mot djihadiste, surtout prononcé à l'algérienne avec un D, là, ça crée quelques angoisses supplémentaires. C'est un mot qui n'est plus dirigé contre soi, mais contre les autres. Mais contre les autres, ça peut être de différentes façons. Ça peut être pour défendre une communauté. Ça peut être un djihad défensif, mais ça peut aussi pour attaquer d'autres personnes. Mais attaquer qui? Ça peut être pour attaquer des non-musulmans, mais en réalité, c'est pas ça. La plupart des victimes des attentats qui ont été commis par Daesh ces dernières années ont tué des musulmans. Donc, vous allez avoir une autre conception, c'est des attentats dirigés à tuer d'abord et préférentiellement d'abord des musulmans. Voilà ce qu'est le djihad. Alors c'est le djihad islamo-wahhabiste, islamo-salafiste, donc toutes ces catégories qui sont utilisées par les chercheurs sont totalement inconnues du grand public et sont totalement inconnues des journalistes. Hein. Ils ne savent pas quand est-ce qu'est apparu tel sens et quelle est sa fréquence, parce qu'il n'y a pas de dictionnaire historique de la langue arabe. Hein. Et donc ici on est devant un dictionnaire très particulier qui est créé pour rendre une description des phénomènes d'une extrême précision et qu'on ne confonde pas les différents types de djihad qu'il y a. Maintenant, comment analyser une fois qu'on a le vocabulaire, même si tout le monde n'est toujours pas d'accord sur le vocabulaire, pour analyser? La première chose qu'on peut voir, c'est que ces faits de violence politique, il y a très peu d'attentats en Europe. C'est le premier point. L'Europe est pratiquement une zone dans laquelle, qui est protégée à l'heure actuelle, si on compare aux autres pays du monde entier. Les attentats en Europe sont très peu meurtriers. Surtout maintenant où ils sont faits par des amateurs et ils sont improvisés. Et dans lesquels les attentats comme celui de Bruxelles, parti de Bruxelles sur Paris, c'est 24 personnes présentes sur le terrain. Mais il y a 80 personnes par derrière, il y a de l'argent, il y a la recherche d'armes pendant plusieurs mois auparavant, il y a des plans, il y a des gens qui pensent, il y a un état-major. Ce n'est pas le cas quand à Nice, il n'y a aucun état-major. Mais ça ne veut pas dire que ces attentats avec un seul homme, soit parfois, on peut avoir plusieurs dizaines de personnes tuées dans un tel attentat. Bon, ces attentats ont néanmoins un très grand retentissement dans l'opinion publique occidentale, française, et donc ils sont importants du point de vue des politiques
même s'il n'existe pas dans la réalité. C'est pas ça qui fait le grand nombre de morts. Les accidents de la route, enfin, il y a plein de choses qui font un grand nombre de morts, et ce ne sont pas les attentats. Voilà les attentats dans le monde de 1970 à 2015. Il y a eu effectivement une période importante, 79 jusqu'à 97, où il y a, vous voyez, une période, et depuis quelques années, les attentats ont monté de façon très 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 importante à partir, vous voyez, de 2009 et surtout 2012. C'est-à-dire l'installation au Proche-Orient. Et ici, ces attentats sur 40 ans sont depuis les années 60, depuis les années 80, la fin des années 80 jusqu'à maintenant, en nombre de tués dans le monde, en nombre de blessés et en nombre d'attentats, parce que c'est pas la même chose, il peut y avoir des attentats qui ne font ni blessés ni tués. Vous voyez que ce phénomène de montée récente est visible. Mais si on regarde les attentats par continent, eh bien, il y a eu énormément d'attentats en Amérique latine. Dans la période 1979 jusqu'à 90. Ces attentats d'Amérique latine, qu'ils soient des attentats du Chili ou ailleurs, d'Argentine, ne touchent pas les Européens. C'est comme si tout ce qui est en bleu ici, dans la partie gauche, ou en violet pour vous, dans la partie gauche, ces attentats n'étaient pas des attentats importants. L'Europe de l'Ouest, c'est la partie Bordeaux qui se trouve tout à fait en bas. Vous voyez qu'il y a eu plus d'attentats en Europe de l'Ouest il y a 40 ans qu'aujourd'hui. Ça, c'est un point extrêmement important. Le nombre de morts pour les attentats était plus important il y a 30 ans ou 40 ans qu'aujourd'hui, même en Europe, où il y a eu beaucoup de mouvements. L'État, il y a eu les Corses, il y a eu la bande à Bader, il y a eu Lotta Continua, les mouvements italiens, qui ont tué même parfois des personnalités importantes. Hein. Il y a eu le patron des patrons allemands a été emprisonné à côté de Jean Armé pendant très longtemps, ici, dans les Vosges, avant d'être assassiné dans les Vosges. Donc on a, la bande à Bader a eu des effets que, d'ailleurs personne ne sait ça, puisque cette information n'a jamais été communiquée à la presse en France. Alors voilà les attentats terroristes mortels hein, en France, pas le chiffre absolu que j'ai donné tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a eu énormément de monde de morts avant 90. Aujourd'hui, de nouveau, il y a des morts. Mais on a eu une période très longue pendant laquelle, en France, il n'y a pas eu beaucoup d'attentats. Et ces attentats, il faudrait avoir cette carte, enfin ce fromage, ce camembert, selon les dates. Aujourd'hui, si on prend toute la période, les attentats islamistes ne sont pas majoritaires. Ce sont des attentats qui aujourd'hui sont importants, mais ils ne l'étaient pas il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Les questions générales maintenant se posent, qui fait ces attentats? Quels sont les milieux, les contextes qui peuvent être générateurs d'une radicalisation qui va être une radicalisation de l'esprit ou une radicalisation de l'action? Comment se fait cette radicalisation, cette transformation